Ils m'ont mise dehors avec une seule valise, comme si 78 ans de vie tenaient dans un sac en toile qui sentait la naphtaline. C'est la première image qui me revient, brutale, sans filtre, Mélanie qui tient la porte ouverte, Victor derrière elle, les bras croisés, et moi qui fixe mes propres chaussures, incapable de comprendre comment j'en suis arrivée là. Je m'appelle Élise Moreau. J'ai passé 40 ans à soigner des inconnus dans un petit hôpital de province, à essuyer des fronts brûlants et des regrets tardifs. Je croyais avoir tout vu, je croyais être préparée à tout. On ne l'est jamais vraiment quand la trahison vient de chez soi. Le matin où tout a basculé, j'étais en train de plier des draps dans la buanderie, un geste automatique, presque apaisant. Le linge chaud entre les mains donne l'impression qu'il reste encore quelque chose de simple dans ce monde. Puis j'ai entendu leurs pas dans le couloir, rapides, décidés, sans la moindre hésitation. J'ai su avant même de voir leur visage que quelque chose venait d'être décidé, sans moi, sur moi. Mamie, faut que tu sortes un moment. On doit s'organiser, a dit Mélanie, sa voix plus dure que je ne l'avais jamais entendue. Je l'ai regardée, sans comprendre. Mélanie, ma petite fille, celle que j'avais gardée tous les mercredis après-midi quand elle était enfant, celle à qui j'apprenais à faire des crêpes, alors qu'elle avait la manie de casser tous les œufs du paquet. Elle ne ressemblait plus à la petite aux joues de rosée. Devant moi, il n'y avait qu'une femme pressée, agitée, les sourcils froncés, comme si je représentais un problème à résoudre. Saisir quoi, Mélanie? Victor a poussé un soupir. Tu compliques tout, Élise. On t'a expliqué. L'agence doit passer pour les photos. Les photos? Des photos de ma maison. Sans moi? C'est mieux. Ces deux mots ont traversé la pièce comme un courant d'air glacé. J'ai senti quelque chose se fissurer en moi, un endroit si ancien qu'il portait encore la voix de mon mari. Élise, laisse couler, c'est plus facile comme ça, disait-il parfois. Mais je ne pouvais pas laisser couler cette fois-là. Pas quand je voyais mes rideaux, mes meubles, mes murs, tout ce que j'avais construit, réduits à un décor qu'on voulait vendre en catimini. Ils avaient déjà préparé ma valise. Je l'ai reconnue immédiatement, la vieille valise à fleurs que je n'utilisais plus depuis des années. Je me suis dit, en la voyant, que personne ne devrait jamais voir sa vie empaquetée par quelqu'un d'autre. Vous me mettez dehors, ai-je murmuré. Mélanie a secoué la tête. Mais non, ce n'est que pour la journée. Tu exagères toujours. Je connaissais ce ton, celui qu'on utilise pour faire passer la cruauté pour de la logique, celui qu'elle devait utiliser au travail quand elle voulait obtenir quelque chose sans se salir les mains. Victor a attrapé la valise. Allez, viens, tu reviendras ce soir. Et c'est là que j'ai compris qu'il mentait. Je l'ai su dans la manière dont ils évitaient mon regard, dans la précipitation de leurs gestes, dans le claquement sec de la porte qu'ils voulaient refermer derrière moi. On ne prépare pas une valise pour quelques heures. On ne change pas les serrures, comme je l'apprendrai plus tard, pour un simple après-midi. Je suis restée sur le seuil quelques secondes, peut-être plus. Le soleil était bas, pâle. Le vent sentait la fumée de bois. Et moi, je tenais cette valise ridicule, comme un symbole grotesque de tout ce qu'ils avaient décidé que je valais encore. Rien, ou si peu. Je suis descendue lentement l'allée en gravier, chaque pas résonnant comme un rappel. Ce n'était plus chez moi, ou plutôt, ce n'était plus considéré comme tel. La maison derrière moi semblait me regarder partir, ses volets clos comme des paupières qu'on ferme sur quelque chose de honteux. En atteignant la route, je me suis arrêtée. J'ai levé les yeux. Et c'est à cet instant précis que j'ai compris une vérité que je n'oublierai jamais. Ce n'était pas la valise qui me faisait mal. C'était ce que j'avais laissé faire depuis des mois, par amour, par naïveté, par fatigue. Je me suis juré que ce jour-là ne serait pas la fin, juste le début de quelque chose que je ne savais pas encore nommer. Quand ils ont emménagé chez moi, ce n'était censé être que pour quelques semaines. Je me souviens encore des mots de Mélanie, son sourire tendu, presque trop sucré pour être sincère. Juste le temps d'économiser un peu, mamie. Tu sais comme c'est difficile d'acheter un logement. J'avais hoché la tête, touché qu'elle me demande de l'aide. Le cœur d'une grand-mère, ça se laisse facilement attendrir. On croit toujours qu'on rend service, qu'on protège encore un peu ceux qu'on aime. On oublie parfois qu'en ouvrant la porte, on ouvre aussi la possibilité d'être piétiné. Les premiers jours, tout semblait normal. Ils rangèrent leurs affaires dans la chambre d'amis, préparèrent leurs repas, m'aidaient pour le jardin. Ils se montraient même attentionnés, presque affectueux. Je n'avais rien vu venir. La tempête commence toujours par un ciel calme. Puis, petit à petit, des objets ont changé de place.
Mamie, c'est plus moderne comme ça, disait Mélanie en déplaçant mes cadres, mes bibelots, les meubles que j'avais choisis avec mon mari. Je ne disais rien. Je me contentais de remettre les choses comme elles étaient, discrètement, le soir, quand il regardait à la télévision. Ensuite, Victor a commencé à réparer des choses qui n'étaient pas cassées, les poignées de porte, les interrupteurs, une planche de la terrasse. C'est mieux maintenant, disait-il avec ce ton condescendant qu'il utilisait avec tout le monde, même avec la boulangère. Je savais qu'il cherchait à marquer son territoire, à montrer qu'il savait faire, qu'il était l'homme de la maison maintenant. Je le laissais faire, pensant que ça lui ferait plaisir. Je n'avais pas compris que ces gestes n'étaient pas anodins. Il préparait le terrain. Un soir, j'ai voulu regarder mon émission habituelle. La télé diffusait un concours de pâtisserie que j'adorais. Mélanie m'a coupé avant même que je m'assoie. On regarde un film, on a besoin de se détendre, tu comprends? Elle a saisi la télécommande sans me demander si ça me convenait. J'ai reculé, un peu surprise. C'est ma maison, Mélanie, ai-je murmuré. Elle a souri, mais ses yeux sont restés froids. Justement, mamie, si on est ici, il faut qu'on se sente chez nous. Ce soir-là, j'ai mangé seule à la cuisine, avec mon plateau en plastique, comme une invitée encombrante. Ils riaient devant leur film dans le salon. La lumière filtrait sous la porte, un rire éclatait de temps en temps. J'avais l'impression que la maison se refermait doucement autour de moi. Les semaines suivantes, les changements se sont accélérés. Victor a déplacé ma table du séjour, trop ancienne, selon lui. Mélanie a remplacé mes rideaux par des voilages blancs beaucoup plus lumineux. Ils ont mis des plantes en plastique, des coussins criards, des bougies parfumées qui sentaient le caramel brûlé. Un décor qui leur ressemblait, pas le mien. À chaque modification, je sentais disparaître un morceau de moi. C'est pour ton bien, mamie, répétait Mélanie. Mais ce n'était pas pour mon bien, c'était pour qu'ils se sentent propriétaires. Et plus ils prenaient de place, moins j'en avais. Un matin, j'ai remarqué que mes assiettes préférées avaient disparu du buffet. Les bleues avec les fleurs blanches, celles que j'utilisais pour les repas du dimanche. Elles sont où? Ai-je demandé. Mélanie a levé les yeux de son téléphone. Je les ai mises à la cave, ça faisait trop vieux. On garde les assiettes modernes, ça sera plus cohérent pour les visites. Je suis restée figée. Les visites. Quelle visite? Elle a souri comme si j'étais stupide. Pour la maison, tu sais bien qu'on réfléchit. Non, je ne savais pas, ou plutôt, je refusais de voir. La vérité, je la sentais déjà. Ils se préparaient à vendre, comme si tout leur appartenait, comme si j'étais une figurante dans ma propre vie. Un soir, pendant qu'ils dînaient, j'ai entendu Mélanie dire: De toute façon, elle ne se rend même pas compte de tout. On organise, c'est tout. Victor a répondu quelque chose que je n'ai pas bien entendu, mais j'ai senti le ton suffisant, sûr de lui, presque amusé. J'étais devenue un problème logistique. J'ai commencé à parler moins, à me faire plus petite. Non pas par peur, mais par ce vieux réflexe de ceux qui ont vécu pour les autres. On cède, on laisse passer, on espère que ça suffira. Ça ne suffit jamais. Et puis, un matin, j'ai trouvé quelque chose qui m'a fait comprendre que leur installation n'était plus temporaire. Sur la table du salon, une brochure d'agence immobilière. Au stylo, un prix. À côté, les mots: à visiter absolument. Potentiel énorme. Potentiel énorme. Leur potentiel, pas le mien. Et ma maison, dans leurs yeux, n'était déjà plus qu'un chiffre sur un catalogue. Je me souviens très bien du jour où l'illusion s'est complètement brisée. Ce n'était pas un cri, ni une dispute, ni même une phrase méchante. C'était un simple geste, fait devant moi, comme si je n'existais déjà plus. En descendant dans le salon ce matin-là, j'ai trouvé un homme en costume assis dans mon fauteuil préféré, celui où je lisais tous les soirs. Il feuilletait un dossier, un stylo dans la main. Un inconnu, chez moi, à 8 heures du matin. Mélanie se tenait debout à côté de lui, radieuse comme si elle accueillait un invité d'honneur. Ah, mamie, tu es levée, a-t-elle dit avec une pointe d'impatience. Je t'avais dit qu'on avait un rendez-vous important? Non, elle ne me l'avait jamais dit. L'homme s'est levé en souriant. Bonjour, madame Moreau. Je suis Guillaume Bernard, agent immobilier. Nous allons faire un point sur la maison. Très beau potentiel, vraiment. Il parlait comme on parle d'un produit, pas d'un foyer. Un point sur ma maison? J'ai prononcé ces mots doucement, mais ma voix tremblait malgré moi. Mélanie a pris la parole avant même qu'il ne réponde. On veut savoir ce qu'elle vaut. Tu sais bien que c'est trop grand pour toi. Et puis, ce serait tellement plus simple pour tout le monde de repartir sur du neuf.
Du neuf. Elle disait ça comme si ma vie était un vieux meuble acheté. L'agent immobilier a commencé à marcher dans le salon, à mesurer, à noter, à commenter la luminosité, les volumes, l'état des murs. Victor, lui, se tenait un peu en retrait, les mains dans les poches, observant la scène comme si elle ne le concernait pas vraiment. Il souriait parfois d'un air qui me donnait des frissons. Il n'attendait plus mon avis. Il n'attendait même plus ma réaction. Ils agissaient comme si j'étais une simple présence décorative, une plante verte dans un coin. Quand l'homme est passé devant la bibliothèque, que mon mari avait construite de ses propres mains, j'ai ressenti une douleur étrange, une brûlure presque physique. Elle est ancienne, mais charmante, disait-il. Ancienne, charmante, comme si nous étions tous les deux des objets obsolètes. Je peux jeter un œil à la cuisine a-t-il demandé, sans attendre ma réponse. Ils sont entrés tous les trois, déterminés, excités, comme s'ils visitaient une maison à acheter, pas une maison déjà habitée. Chaque porte qu'ils ouvraient était comme une gifle, chaque remarque sur l'état à rafraîchir, sur la possibilité d'abattre une cloison, sur le potentiel d'une grande pièce de vie, était une tentative de m'effacer un peu plus. Vous vivez seul ici? L'agent m'a posé la question sans lever les yeux, penché au-dessus de mon évier. Oui, c'est rare, dans une maison de cette taille. Vous devez être soulagé à l'idée de changer pour quelque chose de plus adapté. Adapté. Le mot résonnait comme une condamnation. Mélanie approuvait de la tête, trop vite, trop fort. Mamie, tu sais qu'on fait ça pour toi. Tu as besoin de repos. Et puis, tu ne veux quand même pas finir par tomber dans les escaliers. On s'inquiète, tu sais. L'inquiétude. Je n'entendais que la stratégie. Victor, lui, restait en retrait. Il avait ce petit sourire satisfait que j'avais déjà vu quand il pliait quelqu'un au travail. Un sourire d'homme qui pense avoir déjà gagné. Quand ils sont montés à l'étage, j'ai suivi lentement. Mon cœur cognait. Je ne voulais pas qu'ils voient dans la chambre où je dormais depuis 50 ans, la chambre où mon mari avait pris son dernier souffle, la chambre où j'avais gardé, dans un tiroir, des lettres qu'il m'avait écrites pendant son service militaire, les premières fleurs qu'il m'avait offertes, encore séchées. Mais ils ont ouvert la porte sans hésiter. L'agent a souri. Belle clarté, jolie surface. Une suite parentale possible si on réaménage. Je suis restée près du mur, immobile, presque invisible. À ce moment-là, j'ai entendu Mélanie dire: On va retirer tout ça pour les photos, les meubles, les cadres. Ça doit être neutre, neutre, comme si ma vie devait disparaître des murs pour qu'ils puissent pas s'approprier les lieux sans témoin. Je me suis sentie vaciller. Tout devenait clair. Ils avaient déjà décidé. La vente n'était plus une idée. C'était un projet qu'ils menaient depuis des semaines. Et j'étais la dernière informée dans ma propre maison. Quand l'agent est parti après une heure d'inspection minutieuse, Mélanie l'a accompagnée jusqu'à la porte. Elle riait, parlait fort, elle semblait heureuse. Merci encore, Guillaume. On se tient au courant pour la suite. La suite, je savais déjà ce que ce mot signifiait. Quand elle est retournée vers moi, son sourire s'est éteint. Elle m'a regardée comme on regarde un obstacle. Mamie, tu dois comprendre que c'est le meilleur choix. Tu ne peux plus vivre seule ici. Ce n'est plus raisonnable. Raisonnable. Toujours ce mot-là, celui qu'on utilise pour réduire le monde de quelqu'un à une petite boîte où on pourra plus facilement le contenir. Je me suis assise lentement, les mains posées sur mes genoux. Je sentais que quelque chose en moi se réveillait, quelque chose de très vieux, très calme, très solide. Je ne savais pas encore comment, je ne savais pas encore quand, mais j'ai compris à cet instant précis que je ne les laisserais pas faire, pas cette fois. Les jours qui ont suivi la visite de l'agent immobilier ont changé l'atmosphère de la maison. Pas tout d'un coup. Non, ça aurait été trop honnête. Ça s'est fait comme une brume qui s'insinue dans chaque pièce, un peu plus chaque matin. On sent quelque chose, mais on ne sait pas encore quoi. Puis on comprend, ce n'est plus chez vous. Tout a commencé par des phrases vagues, des remarques qui n'en avaient pas l'air. Mamie, tu oublies souvent d'éteindre la lumière. Tu te fatigues, tu sais. Ou encore, c'est dangereux pour toi de descendre à la cave. Laisse-nous faire. Et Victor qui ajoutait, avec cette fausse douceur qu'il réservait au moment où il préparait un coup: On ne voudrait pas que tu te blesses, Élise. Ça irait vite ensuite, une chute, et c'est la maison de repos. La maison de repos. Il disait ça comme une menace polie, une façon civilisée d'annoncer la cage.
Un soir, en entrant dans la cuisine, j'ai remarqué que ma boîte à médicaments avait disparu de l'étagère. Où est ma boîte? Mélanie n'a pas levé les yeux de son téléphone. Je l'ai rangée ailleurs, c'était trop accessible. Tu prends parfois 2 fois le même comprimé. Je n'ai jamais pris 2 fois le même comprimé. Elle a haussé les épaules. On ne sait jamais, à ton âge, on oublie. À ton âge. Ils avaient de commencer par pour ton bien, puis étaient passés à c'est raisonnable. Et maintenant, c'était à ton âge. Chaque formule servait à réduire un peu plus mon territoire, ma parole, ma place, et ce territoire diminuait pièce après pièce. Dans la salle de bain, mes serviettes avaient été remplacées par d'autres, achetées par eux. Dans la cuisine, mes tasses avaient disparu du placard du bas. Dans le salon, la vieille lampe que mon mari avait réparée 3 fois avait été reléguée au grenier. Sans un mot. Un matin, j'ai trouvé Victor en train de dévisser la poignée de ma porte de chambre. Qu'est-ce que tu fais? Il a souri gêné. Elle est usée. Je voulais la remplacer. Mais derrière lui, sur la commode, j'ai vu la nouvelle poignée. Plus ferme, plus lourde, plus contrôlable. Je n'ai rien dit. Mais j'ai compris qu'il voulait pouvoir ouvrir ma porte facilement quand il le souhaiterait. À ce stade, je n'étais plus une propriétaire. J'étais une vieille femme tolérée. Le soir, à table, il parlait devant moi comme si j'étais déjà ailleurs. Si on abat le mur du salon, oui, et la chambre du bas deviendrait parfaite pour un bureau. On pourrait même faire une suite parentale. Une suite parentale. À mon âge, dans ma propre maison, j'écoutais de jeunes gens imaginer leur vie future ici, sans moi, avec le même enthousiasme qu'ils mettraient pour choisir un papier peint. J'ai posé ma fourchette. Vous parlez comme si la maison était à vous. Mélanie a soupiré, exaspérée. Mamie, tu exagères toujours. On organise, c'est tout. Tu devrais être contente qu'on modernise un peu. Victor a ajouté. Et puis, tu ne t'en sors plus toute seule. Ce n'est pas de ta faute. C'est juste l'âge. L'âge, encore. Comme une corde qu'on serre autour des poignets pour empêcher de bouger. Le lendemain, j'ai voulu aller marcher dans le jardin. La porte était fermée. Une clé neuve dans la serrure. J'ai attendu que Mélanie descende. Pourquoi avoir changé la clé? Elle n'a pas pris la peine de jouer la surprise. Pour ta sécurité, tu laisses parfois la porte ouverte. On a eu un courant d'air l'autre jour. Un courant d'air? Cela justifiait donc qu'on m'empêche de sortir de mon propre jardin. À chaque justification, un mensonge. À chaque mensonge, un pas de plus vers l'étouffement. Le soir même, j'ai entendu Victor parler dans la cuisine, croyant que je dormais. Elle commence à être vraiment confuse. Tu as vu comme elle a reposé ses lunettes 3 fois? Mélanie a répondu, une pointe d'impatience dans la voix. Oui, c'est pour ça qu'il faut accélérer, avant qu'elle réalise ce qu'on fait. Et comment tu veux qu'elle réalise quelque chose? Ils ont ri. Je ne suis pas confuse. Je ne suis pas folle. Je suis lucide. Terriblement lucide. Je me suis allongée dans mon lit, les yeux ouverts dans le noir, et j'ai compris que la pente était devenue dangereuse. Il ne voulait plus seulement prendre de la place, il voulait prendre le contrôle. Et après le contrôle, je savais très bien ce qui vient. On écarte, on éloigne, on remplace. Cette nuit-là, pour la première fois depuis longtemps, j'ai eu peur. Pas peur d'eux, peur de ce que j'avais laissé devenir possible. Parce qu'une fois qu'on vous enlève votre voix, votre place, vos gestes, il ne reste plus qu'une chose à prendre, votre absence. La scène qui a suivi reste gravée dans ma mémoire comme un coup porté sans prévenir, un de ceux qui coupent le souffle et vous obligent à regarder la vérité en face. Jusqu'ici, ils m'avaient grignoté doucement. Ce jour-là, ils ont mordu. C'était un après-midi banal, un de ces jours où la lumière tombe mollement sur les meubles, où les horloges semblent marcher plus lentement. Je triais des torchons dans la cuisine, un geste tranquille, presque inutile. Mélanie est entrée sans frapper, le visage fermé, le téléphone encore dans la main. Mamie, on doit parler, maintenant. Je me suis tournée vers elle. Sa voix n'avait plus rien de familial. Elle avait ce ton sec, presque administratif, qu'on prend pour annoncer une décision déjà prise. Victor l'a rejointe, les bras croisés, planté comme un mur derrière elle, toujours ce duo, elle en façade, lui en renfort. Tu dois signer des papiers, a-t-elle dit. Simple, direct, violent. J'ai cligné des yeux. Quel papier? Elle a tendu un dossier vers moi. Je voyais des logos, des tampons, des lignes serrées. C'est pour officialiser certaines démarches. Le notaire a besoin de ta signature. Rien de compliqué. Rien de compliqué? De tous leurs mensonges, celui-ci était le plus dangereux.
Laisse-moi lire d'abord, ai-je répondu. Victor a levé les yeux au ciel. Élise, tu ne vas rien comprendre. C'est du jargon, on te l'expliquera. J'ai senti ma gorge se serrer. Je ne suis pas incapable de comprendre. Donnez-moi le temps. Mélanie a soupiré, agacée, comme une enfant contrariée. Tu compliques tout, on a besoin que ce soit signé rapidement. Pourquoi rapidement? Elle a hésité une seconde, juste une seconde, mais je l'ai vue, la panique, la peur que je mette le doigt sur quelque chose. Parce que c'est mieux pour tout le monde, a-t-elle lâché, mais sa voix tremblait à peine. Victor a récupéré le dossier, l'a ouvert devant moi, a tapé du doigt sur un emplacement. Mets-toi ta signature là, c'est tout. Cet instant-là, je m'en souviendrai toujours. Mes mains sont restées immobiles, mais quelque chose en moi s'est dressé, une silhouette intérieure que je croyais disparue depuis la mort de mon mari. Sa voix me revenait. Élise, tu ne signes jamais ce que tu ne comprends pas. Jamais. Il disait ça pour tout. Un abonnement téléphonique, un papier administratif, un reçu. Il avait cette méfiance douce des hommes qui ont vu trop de gens profiter du silence des autres. Alors j'ai murmuré « Je veux lire ». Victor s'est approché, trop près. « On te dit que c'est pour toi. Tu peux nous faire confiance, non ?» Non, je ne le pouvais déjà plus. J'ai tiré doucement le dossier vers moi. Il a résisté une fraction de seconde, comme si Victor hésitait à le lâcher. Puis, il a reculé d'un pas, mais son regard restait braqué sur moi. Je n'ai pas compris chaque mot. Il y avait des termes juridiques, des tournures obscures, mais j'ai compris l'essentiel. Très vite, trop vite, c'était un mandat. Un mandat qui leur donnait le droit de gérer certaines décisions à ma place, des décisions concernant la maison, des décisions qu'ils pourraient se prendre sans mon accord si un médecin attestait que j'étais fragile ou confuse. Un mandat qui ouvrait une porte qu'ils n'attendaient que ça, me déposséder sans même avoir à me convaincre. J'ai levé les yeux. Vous voulez me retirer mes droits? Le silence a été immédiat, épais, glaçant. Mélanie a essayé de rire. Mais non, mamie, tu déformes tout. C'est juste pour éviter les complications. Les complications. Le mot revenait sans cesse, et j'étais, moi, la complication. Je ne signerai pas, ai-je dit, calmement, sans hausser la voix, sans trembler. Victor s'est avancé. Élise, tu te rends compte de la situation? J'ai reculé d'un pas, mais ma voix est restée ferme. Oui, pour la première fois depuis longtemps, je me rends compte. Le visage de Mélanie s'est durci, elle n'a pas crié, elle n'a pas pleuré, elle a simplement lâché la vérité qu'elle gardait depuis des semaines. Mamie, si tu n'aides pas, on fera sans toi. C'est tout. Ce on fera sans toi a résonné dans la cuisine comme un coup de tonnerre, pas seulement pour ce qu'il signifiait, mais pour la manière dont elle l'a dit, sûre d'elle, déterminée, presque soulagée, comme si j'étais enfin mise à ma place, à côté, mais pas dedans. J'ai reposé le dossier sur la table. Sortez de ma cuisine. Ma voix était basse, mais Victor a cessé de sourire. Mélanie a blêmi, ils sont sortis, la porte a claqué. Et dans le silence qui a suivi, j'ai compris que l'affrontement avait réellement commencé. Je n'avais pas encore gagné. Mais je venais de refuser de perdre. Après l'histoire des papiers, quelque chose a basculé dans la maison. Ils n'ont plus essayé de jouer la comédie, plus de faux sourires, plus de petites attentions hypocrites. Ils agissaient désormais comme si j'étais un obstacle à écarter, un détail encombrant entre eux et leurs projets. Le lendemain matin, j'ai trouvé Victor dans le salon, assis devant mon vieux secrétaire. Le tiroir du bas était ouvert. « Qu'est-ce que tu fais ?» ai-je demandé. Il a levé la tête, surpris mais pas gêné. Je cherche le dossier de la maison. Mélanie m'a dit qu'il devait être ici. Le dossier de la maison. Je l'ai senti en moi, ce point précis où la colère ne brûle pas mais se concentre. Ce tiroir ne te concerne pas, ai-je dit. Il s'est redressé lentement comme un homme qui calculait déjà sa prochaine phrase. Élise, on n'a pas le temps pour ta susceptibilité, on avance. On avance, l'expression des conquérants. Dans l'après-midi, j'ai voulu faire une tarte, comme chaque dimanche depuis 30 ans. Quand j'ai ouvert le placard, ma balance avait disparu, mes plats en graisse aussi. Où sont mes affaires? Mélanie a haussé les épaules. Rangées. Tu n'en as plus vraiment l'utilité, mamie. On prend en charge les repas maintenant. C'est plus sûr. Plus sûr pour qui? Je savais très bien que mes plats encombraient simplement leur plan de mise en scène pour les photos. La cuisine n'était déjà plus la mienne. Le soir, je me suis rendu compte d'autre chose. Les tiroirs de la salle de bain avaient été réorganisés.
Mes crèmes, mes médicaments, même mes brosses à cheveux avaient beau changer de place. Une intrusion silencieuse, mais totale. J'ai ouvert mon armoire. Mes pulls avaient été déplacés. Une robe que je n'avais pas portée depuis longtemps avait disparu. Elle était trop vieille, a dit Mélanie quand je l'ai interrogée. Je t'en achèterai une autre. Non, ce n'était pas une proposition. C'était une appropriation de mon espace, de mes choix, de ma liberté. Le lendemain, j'ai voulu sortir faire une petite course. Rien d'extraordinaire, juste du pain et quelques fruits. Quand j'ai pris la poignée de la porte d'entrée, j'ai senti une résistance. Fermée, je n'ai pas bougé. J'ai observé la serrure. Neuve. Victor est apparu derrière moi. Ah oui, j'allais te prévenir. On a changé la serrure. Trop de risques avec les vieilles serrures. Et la clé? Il a souri. Ah, on l'a. Tu n'as pas besoin de sortir seul. Dis-nous et on t'accompagnera. Je n'ai rien répondu, parce qu'il n'y avait rien à dire. Il venait de poser entre moi et la rue une barrière, une vraie. La maison commençait à se refermer sur moi. Le soir, pendant le dîner, ils m'ont parlé comme on parle à une enfant fatiguée. Tu te sens bien? Tu as mangé trop peu, mamie. Tu devrais aller te coucher plus tôt. Et encore ce mot glissé entre deux phrases. C'est pour ton bien. Je n'ai pas répliqué. Je les ai observés. Le jour suivant, un agent immobilier est revenu, sans que j'en sois informée. Ils l'ont fait entrer pendant que je faisais la vaisselle. Je les ai entendus depuis le couloir. On peut viser plus haut que l'estimation. Le marché est excellent, disait-il. Parfait, répondait Mélanie. Et elle? A demandé l'agent. Un silence, puis Victor, d'une voix basse. On gère, ne vous inquiétez pas. On gère, comme si je n'étais plus qu'un dossier à traiter. Quand je suis entrée dans le salon, ils ont brusquement arrêté de parler. L'agent m'a saluée avec une politesse gênée. Je n'ai rien dit. Je me suis assise dans mon propre fauteuil, celui qu'ils avaient déplacé 2 fois pour aérer la pièce. Et je les ai regardés, longtemps, sans un mot. C'était la seule forme de résistance qu'il me restait encore ce jour-là, occuper un espace qu'ils tentaient déjà de me retirer. Mais leur étape suivante a été la plus brutale. Ce soir-là, après le dîner, Mélanie s'est approchée de moi. Mamie, on a réfléchi, tu fatigues beaucoup ces derniers temps, et on s'est dit, tu devrais éviter d'utiliser les escaliers, c'est dangereux. J'ai relevé la tête. Et où devrais-je dormir? Elle a souri doucement. On a aménagé la petite pièce du rez-de-chaussée, ce sera mieux pour toi. La petite pièce, l'ancien débarras, un lit étroit, une lampe froide, pas de fenêtre ouvrante, une chambre de transition, un sas, avant quoi je ne voulais pas l'imaginer. J'ai senti quelque chose se briser, pas un cri, pas une larme, une ligne intérieure, une ligne que je laissais franchir depuis trop longtemps. Je me suis levée, j'ai regardé chacun d'eux dans les yeux. Je n'ai rien dit, parce que parfois le silence est la seule arme qui ne peut pas être retournée contre vous. Ce soir-là, dans le petit lit étroit qu'il m'avait assigné, j'ai compris. Il ne voulait plus seulement vendre la maison, il voulait me déplacer, me réduire, me rendre docile. Ils attendaient que je cède, que je me fatigue, que je renonce. Mais ils ne savaient pas encore une chose essentielle, on ne brise pas une vieillesse qui s'est construite dans la dignité. On ne déplace pas une femme qui a tenu tête à la vie entière, et surtout, on ne me chasse pas de ma maison, pas impunément. Je crois que c'est ce soir-là que tout a réellement explosé. Pas parce qu'ils avaient atteint une limite nouvelle, mais parce qu'ils étaient convaincus que je n'en avais plus aucune. Ils se sentaient déjà propriétaires, déjà maîtres. Et quand les gens croient avoir gagné, ils montrent enfin leur vrai visage. Il était un peu plus de 20 heures. Je venais de me servir un thé dans la petite chambre du rez-de-chaussée. Une pièce froide où la lumière paraissait plus blanche que partout ailleurs, comme si même l'air y manquait de chaleur. J'entendais leurs pas à l'étage, rapides, nerveux, puis des éclats de voix. Je n'écoutais pas volontairement, je ne pouvais pas faire autrement. Elle bloque tout, Victor, disait Mélanie. Elle commence à comprendre. Voilà tout, répondait-il. Puis une phrase, distincte, coupante comme une lame. Si elle ne signe rien, on la mettra devant le fait accompli. Je suis restée immobile, ma tasse à la main. Le thé fumait encore, ils étaient de près à passer à la force, je le sentais. Quelques minutes plus tard, ils ont frappé. Enfin, frapper n'est pas le mot. C'était un choc sec, autoritaire, comme si ma porte était déjà la leur. Mamie, ouvre. Oh, j'ai posé ma tasse. Je suis restée debout.
Entre, Mélanie. Elle est entrée sans attendre l'autorisation. Son regard avait changé. Il n'y avait plus la moindre tentative de douceur. On doit régler ça ce soir, a-t-elle déclaré. Victor est apparu derrière elle, les mains dans les poches, prêt à intervenir, comme un homme qui protège un investissement, pas une famille. Mamie, on ne peut plus continuer comme ça. Tu nous mets des bâtons dans les roues. Tu refuses d'aider. Tu refuses de comprendre. Je me suis assise doucement sur le bord du lit. Qu'est-ce que je ne comprends pas, selon vous? Mélanie a levé le dossier qu'elle tenait, le même que celui qu'elle avait voulu me faire signer quelques jours plus tôt. Tu vas signer ça. Pas s'il te plaît, pas on peut en discuter. Tu vas signer. J'ai secoué la tête. J'ai déjà dit non. Alors, elle a explosé. Vraiment. Son visage s'est déformé, sa voix a monté, brutale, sans retenue. C'est aussi ma maison. Tu crois quoi? Que tu vas tout garder jusqu'à ton dernier souffle? Tu crois que tu peux décider pour tout le monde? Tu te rends même plus compte de ce que tu fais? Puis elle a dit la phrase qui m'a glacée. Tu ne vis plus ici seule. On a des droits. Victor a ajouté d'une voix basse, presque menaçante. Et tu vas nous laisser faire? Tu n'as pas le choix. J'ai senti le silence tomber sur moi comme un drap humide. Je n'avais pas crié, je n'avais pas pleuré, je les regardais seulement. Mélanie s'est approchée du lit, tellement près que je pouvais voir la tension autour de sa bouche. Tu penses que la maison t'appartient encore, mais tu oublies que tout peut changer, qu'on peut faire constater que tu n'es plus capable de gérer tout ça? Tu veux ça, mamie? Qu'un médecin vienne? Qu'il dise que tu perds la tête? Qu'il nous donne la main? Elle n'avait plus aucune inhibition. Elle parlait comme on menace une adversaire, pas une grand-mère. Tu signes et on règle tout. Sinon, elle n'a pas terminé. Elle n'en avait pas besoin. J'ai inspiré lentement. Ma poitrine me faisait mal, mais ma voix était incroyablement stable. Mélanie, regarde-moi. Elle a roulé les yeux, agacée, mais elle m'a regardée. Ses iris étaient sombres, fatigués, avides. Je ne signerai rien. Un silence. Puis j'ai ajouté, très bas, et vous n'avez aucun droit ici. Aucun. Elle a éclaté de rire. Un rire nerveux, tendu, qui ressemblait plus à un aboiement. On verra, mamie. On verra très vite. Victor a posé la main sur son épaule. Viens, on perd notre temps. Ils ont quitté la chambre d'un pas rapide. J'ai entendu la porte claquer, puis leur voix à l'étage, vive, furieuse. Ils ne cachaient d'eau plus rien. Dans le petit lit, seul, j'ai senti pour la première fois non pas de la peur, mais une certitude froide. Ils étaient prêts à tout. Oui, mais moi aussi. Et à la différence d'eux, je n'agissais pas par avidité. Je me défendais. Cette nuit-là, j'ai compris qu'il ne s'agissait plus seulement de vendre la maison. Ils voulaient me déloger, me neutraliser, me faire taire. Mais ils ignoraient encore la seule chose qui comptait. Je n'étais pas seule, pas vraiment. J'avais quelque chose qu'ils ne connaissaient pas. Quelque chose que je n'avais pas encore sorti, un document, un seul, et il suffirait d'un instant pour renverser tout ce qu'ils avaient construit. Le matin où ils m'ont mise dehors, il faisait un froid sec, presque tranchant. Un de ces matins où l'air semble vous dire la vérité avant les gens. Je me suis réveillée avant eux, dans la petite chambre sombre qu'ils avaient aménagée, pour moi, comme un espace transitoire, un coin qu'on accorde par politesse. Je savais déjà que quelque chose allait se produire. L'agitation de la veille, les chuchotements, les portes qui claquaient, tout annonçait une décision prise dans mon dos. Je me suis levée lentement, mes articulations protestaient, mais mon esprit était clair. Je n'étais plus dans ma maison. J'étais dans un territoire étranger, sous le toit que j'avais payé, entretenu, aimé, mais qui m'avait été volé de l'intérieur. À 8 heures, j'ai entendu leurs pas dans le couloir, 2 pas rapides, un pas plus lourd. La façon même dont ils descendaient l'escalier me disait l'urgence de leur plan. Quand j'ai ouvert la porte, Mélanie était là, déjà maquillée, déjà prête, le visage fermé comme si elle allait au tribunal. Victor se tenait derrière elle, une clé à la main. Mamie, prends tes affaires, a-t-elle dit. Simple, comme ça, comme si elle me demandait de sortir les poubelles. Je suis restée immobile. Pourquoi? Elle a soupiré, exaspérée. L'agent immobilier arrive dans 1 heure pour les photos. Tu ne peux pas rester là, ça fait désordre. Tu comprends? Ça fait désordre. Moi, dans ma propre maison. Victor a ajouté, calmement, avec cette voix qui n'appartenait pas à un petit-fils mais à un gestionnaire impatient, on a décidé que tu irais chez Madame Leclerc aujourd'hui. Tu l'aimes bien? Ce sera plus simple pour tout le monde. Plus simple, toujours ce mot, leur mot préféré pour parler de ma disparition.
Quand je n'ai pas bougé, Mélanie a perdu patience. Mamie, ne commence pas. Tu sais que tu rends tout compliqué. On a besoin de cette maison en ordre. Les gens doivent pouvoir se projeter. Tu fais trop vieille, trop installée. Ces mots étaient tranchants, mais ce n'était pas leur brutalité qui m'a blessée. C'était leur vérité. Elle pensait vraiment que j'étais un obstacle visuel. Victor s'est avancé. Il tenait une valise, pas la mienne, la vieille valise à fleurs que j'avais rangée dans le grenier il y a 10 ans, celle que je n'utilisais plus car elle fermait mal. On t'a préparé ça a-t-il dit. Il l'a posée devant moi, un bruit sourd, comme une sentence. J'ai senti ma gorge se serrer. Vous me mettez dehors, ai-je murmuré. Pas un cri, pas une accusation, la constatation simple d'un fait évident. Mélanie n'a pas nié. Elle a simplement dit on n'a pas le choix. Tu refuses d'aider, tu refuses de signer, tu refuses d'être raisonnable. Alors oui, aujourd'hui, il vaut mieux que tu sortes. C'est temporaire. Temporaire. Je savais déjà que ce mot n'était qu'un pansement posé sur une plaie qu'ils avaient eux-mêmes ouverte. J'ai regardé la valise. Ils l'avaient remplie n'importe comment. Des chemisiers froissés, un pull trop chaud, mes pantoufles, et même une photo de moi et mon mari arrachée du cadre, glissée entre deux vêtements. Cette photo, c'est là que j'ai senti mes doigts trembler. Ils avaient touché à ça aussi. Dépêche-toi, a dit Victor. L'agent arrive dans 50 minutes. Alors j'ai compris. Ce n'était pas un départ. C'était un effacement. Ils ont ouvert la porte d'entrée. L'air froid a envahi le couloir. Je n'avais même pas mis mon manteau. Mélanie a tendu le mien, celui que je gardais pour les grandes occasions, pas pour être jetée dehors. Prends au moins ça, a-t-elle dit, comme si ce geste effaçait ce qu'elle faisait. Je me suis avancée jusqu'au seuil. Chaque pas pesait lourd, comme si la maison retenait mon corps, mais pas ma place. Une fois dehors, Victor a refermé la porte, pas en douceur, pas en hésitant. Il l'a fermée d'un seul geste sec. Le bruit a résonné comme une gifle. Je suis restée sur l'allée en gravier, la valise à la main. Le monde était silencieux. Le froid traversait mon manteau. Le ciel était d'un gris pâle, comme si même le jour n'osait pas être clair. Et c'est là que j'ai senti quelque chose monter en moi. Pas la honte, pas la colère. Une sorte de lucidité froide. Une clarté que seule la dignité blessée peut produire. Ils croyaient que j'étais seule, faible, sans défense. Ils ne savaient pas que j'avais encore quelque chose qu'eux n'avaient jamais eu. La mémoire, la patience, et surtout, le document qui dormait dans ma commode, celui qu'ils n'avaient jamais trouvé. Je n'étais pas vaincue, j'étais en marche. Je ne suis pas allée directement chez Madame Leclerc. J'avais trop froid, trop de colère dans les mains pour oser frapper chez quelqu'un. Alors j'ai marché, lentement, comme on marche après avoir reçu un coup qu'on ne sait pas encore nommer. Chaque pas me ramenait à une simple idée. Si je voulais survivre à ce qu'il venait tôt de faire, il fallait que je reste debout dans ma tête. Pas digne, debout. La maison disparaissait derrière moi, mais son ombre me suivait encore. Arrivée au coin de la rue, je me suis arrêtée. Le vent me fouettait le visage. J'ai ouvert la valise. Mes vêtements étaient en désordre, mais je ne cherchais pas ça. Je cherchais un souffle, une raison de ne pas m'écrouler là, sur le trottoir, comme un objet rejeté. La photo de mon mari glissait entre un pull et une chemise. Je l'ai prise. Son visage souriait, comme toujours, et j'ai entendu sa voix, pas comme un souvenir lointain, mais comme une présence simple. Élise, tu ne t'écrases jamais, tu regardes, tu comprends, et ensuite, tu agis. Alors j'ai refermé la valise, j'ai repris ma respiration, et je suis partie chez moi. Oui, chez moi, même si eux en avaient fermé la porte. Je connaissais chaque pierre, chaque fissure, chaque contour du terrain, et surtout, je savais comment entrer sans bruit. Je suis passée par le portillon du jardin, celui qui grinçait un peu, mais qui n'avait jamais été verrouillé depuis 30 ans. Ils avaient beau changer la serrure de la porte principale, oui, mais pas celle-là, l'habitude, l'orgueil ou la stupidité. Je n'avais pas besoin de choisir. J'ai traversé le jardin en retenant ma respiration. La terre était encore humide de la pluie d'hier. Au fond, près du cerisier, la petite fenêtre de la buanderie était entr'ouverte. Je l'ai poussée doucement, comme autrefois, quand je jardinais tard et que je rentrais sans déranger personne. L'intérieur de la maison était silencieux. Mélanie et Victor ne devaient pas être loin. J'entendais de temps en temps un bruit sourd venant du salon, peut-être des meubles qu'ils déplaçaient encore. Ils étaient occupés. Parfait. J'ai avancé lentement jusqu'à ma chambre. Pas la petite pièce du rez-de-chaussée où ils m'avaient tout déplacé. Non, ma chambre, celle qu'ils n'avaient pas encore osé vider, même si je savais que ça viendrait.
Je me suis agenouillée devant la commode en bois clair, celle que mon mari avait poncée lui-même avec sa patience habituelle. Dans le troisième tiroir, sous les nappes pliées, sous la housse d'oreiller brodée que j'avais gardée de ma mère, il y avait une pochette en carton brun. Je l'ai sortie, mes doigts tremblaient, je l'ai ouverte, et je l'ai vu, le document, le seul, le vrai, le papier qui changeait tout, l'usufruit viager, signé par mon mari, signé par moi, certifié par le notaire de l'époque, maître Delmas, un homme méticuleux qui ne laissait rien au hasard, un document clair, précis, irrévocable. Je gardais le droit d'usage et d'habitation de la maison jusqu'à ma mort, quoi qu'il arrive, peu importe l'héritage, peu importe les héritiers, peu importe les manipulations. Personne ne pouvait me faire sortir de chez moi, ni par la force, ni par la vente, ni par un papier signé sous pression. Ils ne le savaient pas parce qu'ils n'avaient jamais ouvert le bon tiroir, parce qu'ils n'avaient jamais posé la bonne question, parce qu'ils croyaient que tout leur était dû. Je suis restée plusieurs minutes immobile, le document sur mes genoux. Je sentais le poids de la justice, un poids tranquille, lourd, presque sacré. Ce n'était pas de la vengeance, c'était de la restitution. J'ai repensé à la façon dont Mélanie m'avait hurlé dessus, à Victor fermant la porte derrière moi, à la valise, aux serrures changées, à leurs rires, leurs plans, leurs phrases prononcées comme des sentences. Et je me suis dit, vous avez oublié une chose, une seule, je suis née bien avant vous, et je sais attendre. J'ai rangé le document dans mon sac, près de mon portefeuille, comme on garde une arme précieuse. Puis j'ai quitté la maison par la buanderie, aussi silencieusement que j'étais entrée. Je ne voulais pas qu'ils me voient, pas encore. Parce que la prochaine fois que je franchirai cette porte, je ne serai plus la femme qu'ils avaient chassée. Je reviendrai avec la loi, avec ma place, avec moi-même, et la maison alors reconnaîtrait celle à qui elle appartenait encore. Je me suis rendue chez le notaire le lendemain matin, le document serré dans mon sac comme un cœur supplémentaire. La nuit avait été courte, mais pas lourde. Je n'avais pas pleuré, je n'avais pas pensé à ce qu'il m'avait fait, je pensais seulement à ce qui devait être fait maintenant. Ce n'était plus une affaire de sentiment, c'était une affaire de droit et de dignité. Le cabinet de maître Roux se trouvait à 2 rues de la mairie, dans une vieille maison de pierre qui sentait les archives et la poussière des vies humaines. Je connaissais ces lieux. J'y avais signé mon contrat de mariage, réglé la succession de mes parents. La mémoire des familles, ici, ne s'effaçait jamais vraiment. La secrétaire m'a reconnue. Bonjour, Madame Moreau. Vous avez rendez-vous? Pas exactement, mais c'est urgent. Elle a vu mon visage, elle a hoché la tête et m'a fait signe d'attendre. Quelques minutes plus tard, Maître Roux m'a accueilli. Un homme dans la soixantaine, calme, les yeux transparents derrière ses lunettes. Il m'a observé avant même que je parle. Vous avez besoin d'aide, Madame Moreau. Entrez. Je me suis assise. Mes mains étaient posées sur mon sac. Je ne tremblais pas. J'étais simplement fatiguée d'être correcte. Dites-moi, a-t-il murmuré. Alors je lui ai tout raconté. Pas les insultes, pas la valise, pas le froid du matin où il m'avait tout jeté dehors. Ça, ce n'était pas du droit, c'était de la douleur. Mais je lui ai dit l'essentiel, les manipulations, les papiers qu'il voulait mettre me faire signer, les clés changées, la tentative de me faire passer pour incapable. Il a écouté sans m'interrompre. Quand j'ai sorti la pochette brune, il s'est penché comme s'il s'agissait d'un trésor fragile. Il a lu le document, lentement. Puis il m'a regardé. C'est un usufruit viager parfait, conforme, protégé. J'ai senti ma poitrine se dénouer comme si quelqu'un retirait une corde que je ne savais même plus sentir. Il a continué. Personne ne peut vous faire sortir de cette maison. Ni votre petite fille, ni son compagnon, ni un acheteur potentiel. Même pas un juge, sauf en cas de danger manifeste. Et ce que vous me décrivez, au contraire, c'est vous qui êtes en danger. Je n'ai pas parlé. Il a poursuivi. La vente est impossible sans votre accord. Leur mandat ou leur démarche n'ont aucune valeur. Ils peuvent crier, manipuler, mais juridiquement, ils n'ont rien, absolument rien. J'ai fermé les yeux une seconde. Il y a des moments où la justice ressemble à une main posée sur l'épaule. Maître Roux a alors posé ses lunettes sur le bureau. Et il y a autre chose. Il a pris une feuille blanche. La tentative de vous faire signer sous pression un mandat de gestion, c'est une faute grave, une pression psychologique sur personne vulnérable. Il risque des poursuites. J'ai ouvert les yeux. Je ne veux pas les poursuivre, je veux qu'ils arrêtent. Et on va faire en sorte qu'ils arrêtent, dit Madame Moreau.
Il a rédigé devant moi une attestation officielle, simple mais implacable, rappel de l'usufruit viager, impossibilité de vendre, interdiction de toute visite sans mon autorisation, nullité de tout document qu'ils auraient tenté de signer en mon nom, et surtout l'obligation pour eux de ne prendre aucune décision concernant la maison. Puis, il a relevé la tête. Nous allons bloquer la vente immédiatement. Je contacte l'agence et je dépose copie au service notarial central. Ils ne pourront plus rien faire. Il m'a tendu l'attestation. Avec ce document, vous rentrez chez vous et ce sont eux qui devront s'expliquer, pas vous. Je l'ai pris dans mes mains, c'était du papier, rien qu'un papier, mais il pesait plus lourd qu'une pierre. Avant de partir, il a ajouté: faites attention en rentrant. Quand les gens réalisent donc qu'ils perdent, ils peuvent devenir imprévisibles. Mais souvenez-vous, vous êtes dans votre droit. Vous reprenez simplement ce qui vous appartient. Je suis sortie du cabinet dans un air plus clair. Je me sentais droite, digne et surtout prête. Il m'avait tout mise dehors. Aujourd'hui, j'allais rentrer, mais pas seule, avec la loi et avec moi-même, enfin debout. Quand je suis rentrée chez moi ce jour-là, ce n'était plus la femme chassée avec une valise qui marchait dans l'allée en gravier. C'était quelqu'un d'autre, quelqu'un qui avait un papier dans son sac qui pesait plus lourd que les mots qu'il m'avait jetés. Un papier qui disait clairement, froidement, officiellement: je ne peux pas être expulsée de ma propre maison. J'ai ouvert le portillon. Le bruit du métal m'a semblé plus net qu'avant. Je suis entrée. À travers la fenêtre de la cuisine, j'ai vu l'agent immobilier installé avec Mélanie et Victor. Ils parlaient fort. Mélanie agitait les mains comme une enfant gâtée qu'on contrarie. Victor feuilletait un dossier. L'estimation sans doute, leur avenir, bâti sur mes murs. Je suis entrée sans frapper. La clé du portillon n'avait jamais été changée. Eux, si sûrs de leur victoire, avaient le cru que la guerre était finie. Ils se sont retournés d'un seul mouvement, comme un trio surpris en plein vol. Mamie? Le visage de Mélanie s'est décomposé. Victor, lui, a pâli. L'agent immobilier, pris entre deux feux, s'est levé d'un bond. Madame Moreau, je... Il ne savait pas où poser son regard. J'ai posé mon sac sur la table, calmement. J'ai sorti le document préparé par Maître Roux. Je l'ai déplié devant eux. La vente est annulée. Le silence s'est abattu comme une plaque de verre brisée, pesant, éclatant. L'agent a attrapé la feuille, l'a lue en 30 secondes, et son visage est devenu rouge. Impossible. On m'a dit que vous étiez d'accord. Que... Il n'arrivait même plus à finir sa phrase, parce qu'il venait de comprendre qu'il avait été entraîné dans une manœuvre illégale. Je n'ai jamais été consultée, ai-je répondu. Je n'ai jamais donné d'accord, et selon ce document que vous venez de lire, personne ne peut vendre cette maison sans ma signature. Personne. Mélanie s'est avancée d'un pas, les yeux écarquillés. Mais tu n'avais pas le droit de faire ça, c'est aussi ma maison. Je l'ai regardée longtemps, elle tremblait, de colère ou de peur, je ne sais pas. Tu n'as aucun droit ici, ai-je dit doucement. C'était la vérité la plus simple du monde. Victor a tenté de reprendre la maîtrise de la situation. Bon, écoute, Élise, ce papier, ce n'est qu'une formalité. On peut contester. On peut... Il a pris le document, l'a relu, et son visage s'est décomposé encore plus vite que celui de Mélanie. Usufruit viager? Il murmurait. Comme s'il découvrait un mot interdit, ses épaules se sont affaissées. Et tu as signé ça, il y a plus de 20 ans? A lâché Mélanie, incrédule. Oui, ai-je répondu. Et ton grand-père aussi, nous étions d'accord. Cette maison m'appartient jusqu'à ma mort, jusqu'à la fin. L'agent immobilier a rangé ses papiers, nerveux. Je suis désolée, mais dans ces conditions, je me retire. Je ne peux pas participer à une vente illégale, et je vous préviens, si vous m'avez menti concernant les droits de propriété, je serai obligée de signaler cela. Son ton avait changé. Il n'était plus un commerçant. Il était un professionnel outré. Mélanie a paniqué. Non, non, attendez, on peut trouver une solution. Elle exagère. Elle invente. Ce papier, on peut le contester. L'agent l'a coupé. Sec, tranchant, humiliant. Votre grand-mère détient un usufruit viager. Cela est incontestable. Vous n'avez aucun pouvoir de vendre la maison sans son accord. Aucun. Il a rangé son dossier d'un geste sec. Je vous souhaite bon courage. Et il est parti sans se retourner. Le silence qui a suivi était un autre type de violence.
Mélanie s'est tournée vers moi, les yeux pleins d'une haine nouvelle. Tu as tout fait pour nous détruire. Cette phrase, je l'attendais. Elle n'était pas vraie, mais elle était prévisible. Non, ai-je murmuré. Je fais ce qu'il fallait faire pour me protéger. Tu m'as chassée de ma maison. Tu m'as menti. Tu as voulu me rendre incapable. Tu as voulu me faire signer ce que je ne comprenais pas. Tu as changé les serrures. Tu m'as déplacée. Tu m'as enfermée. Je n'ai rien détruit. J'ai repris ce qui m'appartient. Elle tremblait. Les larmes n'étaient non pas de tristesse. Elles étaient de rage, d'échec. Victor, lui, gardait le silence. Il fixait la table. Il savait, tout était fini pour eux. J'ai pris le document. Je l'ai remis dans mon sac. Maintenant, ai-je dit en les regardant droit dans les yeux, vous allez quitter ma maison, volontairement ou avec un huissier. C'est votre choix. Mélanie a ouvert la bouche. Mais aucun son n'est sorti. Ils venaient de comprendre que leur château de mensonges venait de s'effondrer et qu'il ne leur restait plus rien, rien, sauf la réalité qu'ils avaient voulu ignorer. Après le départ de l'agent immobilier, un silence lourd a envahi la maison, un silence qui ne ressemblait plus au mien, celui de mes soirées tranquilles, mais à un vide qui avale tout. Mélanie et Victor se tenaient au milieu du salon comme deux personnes qui avaient perdu leur point d'appui. Ils semblaient le plus petits d'un coup, comme si toute leur assurance, toute leur arrogance s'était évaporée avec la porte qui s'était refermée derrière l'agent. Je suis restée debout, face à eux. Ils n'osaient plus parler en premier. C'est Victor qui a craqué le premier. Élise, écoute, tu n'étais pas obligée de faire ça. On aurait pu discuter. Je l'ai observé, calmement. J'ai essayé. Pendant des semaines, vous n'avez rien entendu. Mélanie s'est avancée, les yeux chauffés de larmes qui n'étaient mais pas de tristesse, mais de frustration. Mamie, tu te rends compte de ce que tu fais? Tu détruis nos projets? Tu détruis notre vie? Je suis restée immobile. Je protège la mienne. Elle a passé sa main dans ses cheveux, nerveusement. Tu exagères. On ne voulait que t'aider. Si tu avais signé, tout aurait été simple. Simple, encore ce mot. Il n'avait que celui-là pour se justifier. Mélanie, ai-je dit doucement, tu as essayé de me faire signer un mandat qui t'aurait permis de décider à ma place. Ce n'est pas de l'aide, c'est de la prise de contrôle. Elle a secoué la tête, désespérée. Mais tu ne comprends pas? On avait besoin de cet argent, on comptait dessus, on a fait des projets, on pensait que tu serais raisonnable. Ses mots se brisaient avant même d'arriver au bout de sa phrase. Victor, lui, a retrouvé son ton de stratège. Très bien, tu gardes la maison, parfait. Mais au moins, laisse-nous le temps. Ne nous mets pas à la porte comme ça. On a besoin de trouver un autre logement. Ce n'est pas simple. Tu pourrais nous aider quand même. Tu pourrais faire un geste. Un geste. Il me demandait un geste après m'avoir mise dehors avec une valise. Je n'ai pas haussé la voix. Je n'ai pas parlé de tout ce qu'ils avaient fait. Je n'ai pas rappelé les serrures changées, la chambre reléguée, les mots humiliants, la peur silencieuse. Je me suis simplement assise, comme quelqu'un qui reprend enfin son fauteuil. Vous aurez un délai raisonnable, 2 semaines, pas un jour de plus. Mélanie a écarquillé les yeux. 2 semaines? Mais tu te moques de nous? On n'a rien, on n'a pas d'économie, on n'a nulle part où aller. Elle s'est mise à pleurer, pas des larmes qui demandent pardon, des larmes qui refusent la conséquence. Tu pourrais nous soutenir un peu, a-t-elle gémi. Après tout ce qu'on a fait pour toi, j'ai fermé les yeux une seconde. Ce que vous avez fait pour moi? Vous m'avez isolée. Vous avez touché à mes affaires sans mon accord. Vous avez tenté de me faire passer pour incapable. Vous m'avez enfermée dehors et vous avez préparé ma valise. Est-ce cela votre aide? Mélanie a reculé d'un pas. Elle n'avait plus d'arguments. Elle n'avait plus de phrases prêtes. Elle n'avait plus de masque. Victor, voyant que la scène lui échappait, a changé de ton. Clairement, il a pris une voix douce, presque tremblante. « Élise, pardonne-nous. On a agi trop vite. On voulait ton bien. On pensait mal. C'est vrai, mais on peut repartir à zéro. On peut recommencer. Tu pourrais nous laisser une chance. Une chance. Comme si mon pardon était un tapis qu'il pouvait dérouler pour recommencer à marcher dessus. Je l'ai regardé longuement, puis j'ai dit « Je vous pardonne assez pour vous laisser partir dignement, c'est tout. » Mélanie s'est effondrée sur une chaise, les mains dans les cheveux. « Je ne comprends pas. Tu as toujours été douce, mamie. Pourquoi tu es devenue comme ça ?» Je me suis levée, je me suis approchée, et, d'une voix très calme, j'ai répondu «
Parce que je me suis souvenu que je suis chez moi, et qu'une femme qui retrouve sa place n'a pas besoin d'être douce pour se faire entendre, elle doit juste être juste. Ils n'ont rien répondu. Ils ne savaient plus quoi dire. Leur emprise s'était dissoute comme une illusion mal éclairée. Il ne restait plus que la vérité. Et la vérité, ce jour-là, c'était ceci. Ils avaient perdu. Pas seulement la maison, mais le pouvoir, et ils ne savaient pas vivre sans. Le jour où je suis réellement rentrée chez moi, ce n'était pas avec de la colère, ni même avec de la fierté. C'était avec une sorte de calme ancien, celui qu'on retrouve après avoir trop longtemps porté le poids des autres. Je n'avais plus besoin de parler fort. Je n'avais plus besoin d'argumenter. Le droit parlait pour moi. La vérité aussi. Je suis entrée par la porte principale cette fois-ci. J'avais récupéré la clé auprès du serrurier du village, celui qui m'avait connue encore jeune. Il n'avait posé aucune question. Il avait juste dit: les maisons reconnaissent toujours leur vraie maîtresse, Madame Moreau. Et il m'avait souri. Quand j'ai tourné la clé, un silence lourd m'a accueilli. Pas le silence hostile des semaines précédentes, non. Un silence plus profond, presque respectueux. Comme si les murs attendaient de voir ce que j'allais décider. Mélanie et Victor étaient dans le salon, assis, leurs affaires éparpillées dans des cartons à moitié remplis. Ils m'ont regardé entrer comme si je ramenais avec moi quelque chose d'invisible, une autorité qu'ils n'avaient jamais comprise. Mélanie s'est levée d'un bond. Tu aurais pu frapper, a-t-elle lancé, agressive, mais sa voix tremblait. Je n'ai pas répondu. J'ai posé mon sac sur la table. J'ai sorti l'attestation notariée. Je l'ai placée doucement devant eux. Voici la décision officielle. C'est terminé. Victor a attrapé la feuille, l'a parcourue rapidement. Sa mâchoire s'est serrée. Donc on n'a plus rien à dire? Il savait déjà la réponse. Je n'ai pas pris la peine de l'adoucir. Rien. Mélanie s'est approchée. Ses yeux glissaient sur les lignes, cherchant une faille, un mur derrière lequel se cachait une phrase à contester. Il n'y en avait aucune. Enfin, elle a levé les yeux vers moi. Tu veux vraiment faire ça? Tu veux vraiment qu'on parte? Comme des étrangers? Je me suis assise dans mon fauteuil. Le mien. Celui qu'ils avaient déplacé 2 fois, puis remis à contre-cœur. Vous vous êtes comportés comme des étrangers dans ma maison. Je ne fais que remettre l'ordre. Elle a ouvert la bouche, prête à répondre, puis l'a refermée. Il y avait dans ses yeux une lueur que je ne connaissais pas. Pas de remords, pas de honte, une sorte de désarroi, comme quelqu'un qui réalise que la partie est perdue avant même de comprendre les règles. Victor, lui, s'est levé. Très bien, on part. Mais sache une chose, Élise. Tu vas finir seule. Je l'ai regardé, calmement. J'ai déjà été seule, et je préfère être seule dans ma maison que prisonnière dans la mienne. Il n'a pas répondu. Il n'avait plus de pouvoir. Et les hommes qui ne possèdent plus leur domination n'ont plus de phrases toutes faites. Ils ont repris leur carton. J'ai observé leurs gestes, précipités, maladroits, nerveux. Mélanie rangeait ses affaires comme si chaque objet brûlait ses mains. Victor marmonnait des mots que je n'écoutais même plus. Quand ils ont traversé le couloir, Mélanie s'est arrêtée devant moi. Elle m'a regardé longuement, cherchant peut-être une faille, un signe de faiblesse, une ouverture pour une dernière manipulation. Elle n'a rien trouvé. Tu n'étais pas comme ça. Avant, a-t-elle chuchoté. Je n'ai pas bougé. Avant, je te faisais confiance. Et toi, tu t'en es servi. C'est terminé. Elle a bégayé quelque chose, puis s'est détournée. J'ai entendu la porte d'entrée s'ouvrir, puis se refermer, une dernière fois. Le silence qui a suivi n'était plus celui de la peur. C'était le silence d'une maison qui respire de nouveau. Je suis restée là quelques minutes, sans bouger, entourée des murs que je connaissais par cœur. Je les ai sentis m'accompagner, presque comme une étreinte. Un retour, un ancrage, une confirmation. Je n'avais plus froid, je n'avais plus peur. J'étais revenue, et ma maison m'avait reconnue. Enfin. Les jours qui ont suivi leur départ ont eu un goût étrange. Pas doux, pas amer, un goût d'air neuf, presque trop large pour mes poumons fatigués. La maison respirait autrement. Le silence n'avait plus d'angle coupant, plus d'ombre qui remuait dans les coins. Il était enfin à moi, un silence qui ne juge pas, qui n'a pas peur d'être entendu. Le premier à partir vraiment, ce fut Victor. Je l'ai vu depuis la fenêtre du salon charger ses sacs dans sa voiture. Il ne m'a pas salué, il ne m'a pas regardé. Il avait cette démarche pressée de ceux qui cherchent à s'éloigner le plus vite possible du miroir de leurs propres actes. Mélanie, elle, a mis plus de temps, 2 jours de plus. 2 jours à errer dans la maison comme une invitée illégitime.
2 jours à traîner les pieds, à claquer les portes trop doucement pour qu'on dise que c'était un accident. Elle me croisait parfois dans le couloir, baissant les yeux comme une enfant prise en faute. Mais l'enfant ne savait pas demander pardon. Le matin de son départ, elle est venue me trouver dans la cuisine. Je préparais du café. La lumière était belle, posée sur la table, simple comme une vérité qu'on accepte enfin. Mamie, sa voix était mince, presque transparente. Je ne me suis pas retournée immédiatement. Je savais que ce qu'elle voulait dire n'était pas pour me libérer, mais pour se libérer elle. Je voulais juste... Ah, elle a hésité. Je voulais dire que on aurait pu faire autrement, mais tu as été dure, très dure. J'ai posé ma cuillère. Je me suis tournée vers elle. Elle semblait si jeune tout à coup. Pas une femme de 30 ans, non. Une petite fille qui n'avait jamais appris à porter la conséquence de ses choix. Mélanie, ai-je dit doucement, ce n'est pas de la dureté. C'est la ligne que j'aurais dû mettre il y a longtemps. Elle s'est mordue la lèvre. On n'a personne d'autre, tu sais. Tu aurais pu nous laisser une autre chance. J'ai hoché la tête. Oui, elle disait vrai. Elles étaient peu nombreuses, les mains auxquelles j'avais encore donné un peu de chaleur dans cette vie. Mais une autre chance ne voulait pas dire recommencer l'histoire au même endroit. Ce que tu veux, Mélanie, ce n'est pas une chance pour nous. C'est une seconde entrée dans la maison, et cette porte-là, je l'ai refermée. Ses yeux ont brillé. Pas de larmes, non, de fierté blessée. Elle a répondu presque dans un souffle. Je t'en veux, tu nous as humiliés. Je me suis approchée d'elle, pas pour la consoler, pas pour la repousser, pour la regarder en face, à égalité. Je ne vous ai humilié en rien. Vous vous êtes humilié vous-même en me prenant pour une proie facile. Je n'ai fait que reprendre ma vie là où vous l'aviez posée. Elle a détourné le regard. Une seconde, deux, puis sa voix a changé de texture. Tu crois que je suis mauvaise, c'est ça? Je l'ai observé. Non, je crois que tu as laissé la facilité te guider. Et la facilité, Mélanie, fait de nous des gens que nous ne reconnaissons plus. Elle a inspiré profondément comme si mes mots lui pesaient sur la poitrine. Puis elle a ramassé son sac. Tu ne reverras peut-être plus jamais ta petite fille, a-t-elle lancé, comme une dernière pièce d'orgueil à jeter. Je n'ai pas souri, je n'ai pas flanché. Si tu reviens un jour, ce sera en tant qu'adulte, pas comme quelqu'un qui croit qu'on doit tout lui céder. Alors la porte sera ouverte. Sinon, non. Ce fut tout. Elle a quitté la cuisine sans se retourner. Quelques minutes plus tard, j'ai entendu la voiture démarrer. Puis le silence est revenu. Un silence qui ne blessait plus. Un silence qui tenait debout. Je suis restée longtemps près de la fenêtre, à regarder la route se vider, la maison reprendre sa lumière normale. Mes mains ne tremblaient plus. Mon souffle était stable. Je n'avais pas gagné contre eux. J'avais gagné pour moi. Pour ce reste de dignité que j'avais cru perdu dans une valise à fleurs. La maison était entière, et moi aussi, presque. Les jours ont passé et peu à peu, la maison a repris son souffle. Pas d'un seul coup, non. Une maison, c'est comme un corps âgé. Elle retrouve sa force doucement, pièce par pièce. Chaque matin, je sentais l'air plus léger, comme si les murs se souvenaient enfin qu'ils étaient du fait là pour la paix, pas pour l'affrontement. J'ai commencé par rouvrir les volets du salon. La lumière entrait autrement maintenant. Elle traversait la pièce avec une lenteur douce, éclairant les angles que j'avais appris à éviter. Je me suis retrouvée plusieurs fois à toucher les meubles du bout des doigts, comme pour vérifier qu'ils étaient vraiment revenus à moi, qu'ils n'allaient pas disparaître de nouveau sous des mains étrangères. Je n'avais plus peur du silence, je l'écoutais. Et il me répondait. Le jardin, lui, m'attendait comme un vieux compagnon. J'ai coupé les branches mortes du rosier, j'ai remis de l'ordre dans les pots, j'ai retrouvé mes outils rangés n'importe comment. Il n'avait même pas su distinguer une pelle d'un transplantoir. J'ai souri, un petit sourire, fragile, mais vivant. Un après-midi, j'ai monté au grenier la valise à fleurs. Je l'ai posée dans un coin, là où elle ne me verrait plus. Je ne l'ai pas ouverte, je n'ai rien touché à ce qu'elle contenait. Un jour peut-être, mais pas maintenant. Elle n'était plus un symbole de ce qu'il m'avait pris, elle était devenue un rappel de ce que j'avais repris. Le soir, je me suis assise dans le jardin sous le vieux cerisier. L'air était frais mais doux. Les feuilles frémissaient à peine. C'était exactement ma place, ni trop visible, ni trop retirée. Je tenais ma tasse de tisane entre les mains et je regardais ma maison comme on regarde un visage aimé qui revient après une longue absence.
Je me suis dit que la vie ne m'avait jamais vraiment protégée. Elle m'avait souvent laissée seule. Elle m'avait obligée à me tenir debout même quand mes jambes tremblaient. Mais elle m'avait appris une chose essentielle. On ne perd jamais ce qu'on protège avec sa dignité. Je repense parfois à Mélanie, à ce moment précis où elle a quitté la maison, les yeux pleins de colère et d'incompréhension. Je ne sais pas si elle reviendra. Je ne sais pas si elle comprendra un jour ce qu'elle a tenté de faire, ni pourquoi elle a glissé si vite du manque au calcul, du besoin à l'emprise. Mais je sais que si elle revient un jour en adulte, pas en prédatrice douce, pas en enfant capricieuse, je saurai l'écouter, pas pour oublier, pour avancer. Je suis restée longtemps dehors ce soir-là. La lumière a décliné doucement, un peu comme la peur qui, elle aussi, s'est éteinte. Et je me suis sentie entière, debout, alignée avec ce qu'il me restait à vivre. Pas grand-chose peut-être, mais assez pour être vécue dans la clarté. Quand je suis rentrée, j'ai fermé la porte derrière moi sans trembler. Pas pour me protéger du monde, pour protéger ce que j'avais reconquis de moi-même. Et avant d'aller me coucher, je me suis regardée dans le miroir du couloir. Mon reflet n'était ni triomphant, ni amer, seulement vrai, et terriblement vivant pour une femme qu'on avait cru pouvoir effacer. Alors, si quelqu'un un jour lit mon histoire, je voudrais lui laisser ceci. Protégez ce qui est à vous, même quand on veut vous faire croire que vous êtes trop vieille, trop fatiguée, trop seule pour le défendre. La dignité ne crie pas, elle tient, et parfois, c'est elle qui sauve tout. Et si cette histoire vous a parlé, si elle a touché une part de votre propre vie, je vous invite simplement à laisser un mot, un signe, quelque chose qui dit que vous aussi vous tenez encore debout